suis né, ma mère a vu le regard d'horreur des médecins avant de me voir. Ils lui ont annoncé qu'elle avait un monstre, qu'elle allait mourir, et donc ils m'ont fait hospitaliser sans qu'elle ait vraiment pu me voir. Cet enfant, la nature l'avait fait avec des attributs féminins et masculins, ni pleinement mâle, ni pleinement femelle. Vincent Guillot est intersexué. J'ai très tôt eu conscience que je n'étais pas un garçon et que je n'étais pas une fille, mais que bon, dans ce monde, il existait des garçons et des filles. Donc on disait que j'étais un garçon, et voilà, quoi, c'est pas... Et puis à 7 ans, on m'a fait croire que j'avais l'appendicite. On m'a hospitalisé pour la première opération. Ils ont essayé de fabriquer un garçon, donc ils ont retiré ce qu'il y avait qui leur plaisait pas, et puis voilà quoi. Donc ce qui leur plaisait pas, c'est... On est à peu près sûr qu'il y avait un utérus ou une partie d'utérus. Après le reste, est-ce qu'il y avait des ovaires, des testicules, est-ce qu'il y avait autre chose voilà. Moi, j'en sais rien, j'en saurai jamais rien. Mes parents n'en ont rien su. Voilà, ils réparaient le garçon qui était raté. C'est pas en ces termes-là qu'ils disaient à mes parents, mais c'est comme ça que mes parents l'ont toujours perçu. Et ma mère m'a toujours dit, même quelques jours avant sa mort, ça aurait été si simple si tu étais mort à la naissance. Voilà, ou ça aurait été plus simple si tu étais mort à la naissance. Regardez. Hein, ça y est, ça y est, ça y est. Ça y est, oui. Oh bah oui, toi aussi t'as peur. Hein. Oh bah oui. Hein, y a du monde. Allez. Allez, zou. One day I'll grow up, I'll be a beautiful girl. One day I'll grow up, I'll be a beautiful woman. One day I'll grow up, I'll be a beautiful girl. For today, I'm a child. C'est bientôt le printemps. For today, I am a boy. Vincent vit dans une petite ferme en Bretagne. Du RSA, des légumes qu'il produit, il a quelques bêtes aussi. Une vie précaire, une vie de déclassé. On ne se rend pas compte de ce qu'on nous a fait subir. Et j'ai même mis énormément de temps à accepter de dire que j'avais été torturé, même réalisé que j'avais été torturé et j'avais un syndrome de stress post-traumatique énorme, sévère. Enfin, moi, voilà, j'ai eu que 10 opérations, mais des opérations extrêmes qui ont créé des déficiences énormes. Hein. Enfin, voilà, c'est pas seulement que j'ai mal quand j'urine ou que je peux plus me servir de mes organes génitaux pour des relations sexuelles classiques. C'est aussi les infections urinaires, c'est aussi les cicatrices qui pètent, qui s'infectent, c'est des problèmes dorso-lombaires énormes, c'est des lésions neurologiques qui font que je dois marcher avec une canne et prendre des médicaments, sinon je ne tiens plus debout. Et pourtant, un jour, Vincent a décidé de porter la cause des intersexes et de se battre pour leurs droits. Pour qu'aucun enfant ne soit plus opéré avant de pouvoir décider par lui-même. Ce jour-là, il était à Strasbourg, au Forum européen de bioéthique. Est-ce qu'il s'agit d'une malformation? Est-ce qu'il s'agit d'autre chose? De quoi parlons-nous exactement? Oui, c'est terrifiant quand on est concerné d'entendre tous ces termes péjoratifs d'anomalie, d'ambiguïté, de malformation. Les médecins, les juristes ont décidé qu'il y avait une taille des organes génitaux et que donc, si on ne rentrait pas dans la taille, il fallait les mutiler. C'est un crime, c'est considéré par l'ONU comme une torture, c'est pour le Conseil de l'Europe des mutilations, mais malgré tout, encore aujourd'hui en France, il y a des médecins, on en a là, qui 5 fois par jour en France mutilent des nourrissons au nom de la taille d'un clitoris ou d'un pénis. Combien sont-ils? Plus qu'on ne pense. Les chiffres varient. Entre un enfant sur 300 et un sur 3000 naîtrait avec une anomalie de la différenciation sexuelle, c'est le terme médical, mais il n'existe pas de réelles statistiques sur ces naissances, tant la question est taboue dans nos sociétés. Ça, vous ne vous en rendez pas compte, mais on a beaucoup de consultations qui viennent de la pression
sociétale sur ces parents qui ne vivent plus. Ça, il faut se rendre compte de ça. Qu'est-ce qu'on fait? Vous arrêtez aujourd'hui, vous arrêtez, c'est pas possible, c'est illégal. Comment on peut vous dire que vous êtes des criminels? C'est illégal. Des mots qui brûlent de colère, qui consument le débat, les mots d'un écorché vif. C'est dans un cadre plus serein, une chambre d'enfants des hôpitaux universitaires de Strasbourg, que nous retrouvons le professeur Beckmer, en train de rassurer, comme souvent, des parents angoissés. C'est un travail de parents, ça. Hein? Oui, maintenant c'est notre boulot. Ouais. C'est votre boulot. Vous avez fait le vôtre, maintenant on fait le nôtre. Ce couple a accepté d'être filmé, leur bébé n'est pas intersexué. Les parents d'enfants intersexes ont tous refusé, peur de stigmatiser leur enfant, cette peur viscérale qui les pousse souvent à garder le secret et à s'en remettre au médecin. Il faut entendre ce que l'on entend. Par exemple, des parents qui nous disent écoutez, nous, c'est impossible de confier notre enfant à une nounou tant qu'elle est comme ça. Parce qu'il y a cette hypertrophie clitoridienne qui est monstrueuse, entre guillemets. C'est le terme, d'ailleurs, qui est utilisé. Et donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? Parce que moi, je dis ma fille, j'ai bien caractérisé mon enfant comme étant ma fille, mais pour autant, au regard des autres, c'est pas ma fille, c'est quelqu'un d'autre. Et ça, cette difficulté, elle existe. Et il faut l'entendre aussi. Est-ce qu'on peut laisser un enfant se structurer avec cette notion de doute qui resterait sur sa personne? Est-ce qu'on peut laisser des parents douter de leur propre enfant? La Suisse a une longueur d'avance sur ces questions. Là-bas, le Comité national d'éthique a statué il y a 4 ans. Il recommande qu'aucune opération ne soit pratiquée sur des enfants intersexes avant qu'ils ne puissent se déterminer par eux-mêmes. La voix d'un chirurgien de Lausanne a pesé dans cette décision. C'est le professeur Mera. Je suis trop vieux. Je suis trop vieux pour les lolettes. Le professeur Mera a lui aussi opéré des nourrissons pour en faire des filles ou des garçons. Il ne le fait plus. Il était pourtant convaincu à l'époque que c'était juste et bien pour l'enfant. Il ne le pense plus. Voilà une situation qu'on voit de façon assez fréquente. Alors on se pose la question, à la naissance toujours, la première question c'est garçon ou fille ou garçon. Comme vous voyez là, on ne peut pas le dire. C'est clair que si vous dites aux parents, mais on va corriger ça très rapidement parce que ça ne ressemble à rien, parce que j'ai déjà entendu ça, les parents vont dire oui, effectivement, ça ressemble à rien, c'est terrible, on ne peut pas le laisser comme ça. C'est clair, d'accord? Si vous dites aux parents, mais écoutez, c'est pas du tout, il est en pampers là, d'accord? Personne ne le voit, et admettons même que quelqu'un le voit, il n'y a rien de très très surprenant, vous pouvez très bien expliquer que tout ça sera corrigé un jour ou l'autre, point. D'accord? Pourquoi fixer chirurgicalement avant qu'on puisse même reconnaître comment l'enfant s'oriente? Je pense que c'est le plus important, c'est de ne pas le faire et de pouvoir attendre, puisqu'on peut. Depuis janvier, Blaise Mera a vu une dizaine de bébés avec ce genre de variation. C'est le terme qu'il préfère, variation plutôt qu'anomalie, parce que l'intersexuation n'est pas une maladie, mais tout un spectre de situations où la morphologie, les hormones, les chromosomes d'une personne mélangent masculin et féminin.
Dans certains cas rares, il peut y avoir des complications. Ce sont les seuls où le professeur Mera opère. Pour tous les autres, il n'a qu'un critère. Pour moi, ce qui est important, c'est la réversibilité. Par exemple, si on enlève des testicules d'un individu, on va pratiquer une opération qui n'est pas réversible. C'est-à-dire que les testicules, ils sont loin. C'est pour ça que je pense qu'il faut faire extrêmement attention aux opérations irréversibles pratiquées chez un enfant qui ne peut pas consentir ou non à cette intervention. Et les parents, ce n'est pas l'enfant. On est parfois obligé de pratiquer comme chirurgien des interventions urgentes chez un enfant parce qu'il est en danger, sa vie est en danger, mais pour l'intersexualité, ça n'existe pas. C'est ça qui est intéressant dans la chirurgie de l'intersexe, c'est qu'il n'y a aucune intervention, je pense, qui est nécessaire pour la vie ou pour la santé de l'enfant. Ça va. C'est bien. Tu te rappelles, Véro, tu fais ton tour et puis après tu vas faire autour de l'Estonie. C'est bien. Aucune intervention nécessaire pour la vie de l'enfant. Vincent aurait donc très bien pu vivre en bonne santé avec ses organes d'origine. À partir de 7 ans, c'est une sidération qui m'a jamais quitté sur le pourquoi. Mais pourquoi ils me font ça, pas pourquoi je suis comme ça. Moi, je suis comme ça et j'ai toujours apprécié mon corps. Enfin, je me suis jamais détesté, quoi. Je m'aime. C'est aussi ça qui m'a sauvé et qui a fait que j'ai été le premier à prendre la parole, quoi. Que j'avais vraiment conscience de cette injustice. Ils n'ont pas réussi à inculquer la honte sur moi, sur mes parents, oui. Mais mes parents ont toujours honte de moi. Je pense mes frères et sœurs dans une certaine mesure. Au moins, je dérange, quoi. Je suis pas classable. Mais moi, j'ai jamais eu honte de moi et je me suis toujours aimé, mais en étant forcément très seul, parce que ne comprenant pas les codifications de la société et ayant une conscience très très forte de l'absurdité de ce monde où on me dit qu'il n'y a que des garçons et des filles et que je sais, enfin tout petit, je savais que voilà, mes frères et sœurs n'étaient pas comme moi physiquement et qu'ils ne réagissaient pas comme moi et qu'ils se conformaient à ce que la société attendait d'eux et que moi j'en étais ni physiquement ni psychiquement capable, quoi. Sa différence, Vincent Guillot la cultive aujourd'hui avec le même soin qu'il met à s'occuper de son magnifique jardin. Ah, j'ai greffé un abricotier. Parce qu'en Bretagne, les abricots, c'est sous serre. Je crois que c'est la seule chose qui me permet d'échapper à l'horreur de ma vie. Je ne pense pas quand je jardine. C'est essentiel à ma survie. On pourra faire toutes les lois qu'on veut, on pourra faire toutes les manipulations médicales qu'on veut. Il y a des gens comme moi qui sortent soit et hommes et femmes, soit ni hommes ni femmes, et que c'est pas un danger pour la société, c'est juste une composante de l'humanité, comme c'est une composante chez l'ensemble des organismes vivants. Chez les plantes à fleurs notamment, l'association des deux sexes en un seul être vivant est très courante, alors que chez les humains, elle est perçue comme une erreur de la nature. Ça m'a amené à pas mal de réflexions. L'excision, c'est un crime passible de la cour d'assises, mais mutiler des organes génitaux quand on est des médecins, on peut le faire. Donc voilà, pourtant c'est la même chose, c'est une demande sociale. Ils disent vouloir retirer la souffrance à nos parents, bah, ils ont qu'à prendre un poulet, l'égorger devant eux, et puis ça aura le même effet, sauf qu'on restera intact, quoi. Il y a en France quelques centres spécialisés. Endocrinologues, pédiatres, chirurgiens y travaillent main dans la main avec des psychologues comme Sabine Malivoire.
la décision d'opérer un enfant intersexe est toujours collégiale, prise avec l'aval des parents. Intersexe est d'ailleurs un terme que Sabine Malivoire n'emploie pas. Intersexe, c'est-à-dire qu'il y aurait quelque chose au milieu. Hein. On reste homme, femme. Enfin, il y a un moment donné, il y a une prise de peu. Enfin, oui, il n'y a pas d'intermédiaire. Sur le plan psychologique, c'est extrêmement important d'être dans un repère sexué. Ne serait-ce que pour exister dans le langage. Hein. Dans la langue française, c'est masculin, féminin, et il faut se nommer à un moment donné. Il faut se qualifier à un moment donné dans du masculin, dans du féminin. L'opération, ok, on l'a vu à 20 ans, on l'a vu à 15 ans, oui. Mais qu'est-ce qu'on fait après de la personne, de son intérieur, de son psychisme? On l'élève. On dit non, on ne t'élève pas, on attend, dans 15 ans, on te parlera comme un garçon, une fille. C'est très surprenant comme... Fille ou garçon, sexe fort ou sexe faible. Sur cette division binaire s'est construit la famille et au-delà, toute notre société. Il n'y a pas d'autre choix. Alors, quelle vision de soi et comment trouver sa place quand on ne correspond à aucune de ces deux catégories? La question est vieille comme le monde. Cette sculpture daterait du IIe siècle. Hermaphrodite endormi, c'est son nom. Fils d'Hermès et d'Aphrodite, le bel Hermaphrodite repoussa les avances d'une nymphe. Elle en appela alors aux dieux qui les mêlèrent en un seul corps, bisexué. Ce n'est qu'à partir du milieu du XXe siècle que les hermaphrodites ont été opérés pour les assigner dans l'un ou l'autre sexe. Ces pratiques ne sont pas conformes au droit. D'abord, elles ne sont pas conformes aux droits fondamentaux qui sont garantis par la Convention européenne des droits de l'homme. Ça, c'est un premier point, puisque parmi ces droits figure, au titre du droit au respect de la vie privée, un principe de libre définition de son appartenance sexuelle. Ce qui veut dire que s'il y avait un recours en justice, par exemple une action en responsabilité civile, voire pénale, il y aurait normalement des condamnations. Mila Petkova est l'avocate d'une personne intersexuée qui ne se sent ni homme ni femme et a donc demandé à pouvoir se déclarer de sexe neutre à l'état civil, ce que le tribunal de Tours lui a accordé en août dernier. C'était une première en France et Mila en était très fière. Mais la décision a été rejetée en appel. Les magistrats ont estimé que cela revenait à reconnaître l'existence d'une autre catégorie sexuelle. Notre client voulait que son état civil corresponde à ses réalités. C'est une évidence. Et nous, c'est aussi cette évidence qu'on veut mettre en lumière, c'est que naturellement, il n'existe pas que des hommes et des femmes. Mon client en est l'exemple et toutes les personnes qui sont intervenues en sont l'exemple aussi. C'est que la société, et c'est ce que dit le jugement, a créé une fiction qui enferme en fait les personnes. On est dans quelque chose qui est une catégorie fondamentale et essentielle de notre culture, de notre civilisation. Et ce jugement permet de prendre conscience de la nécessité de dépasser la binarité sexuelle, qui est une façon un peu confortable et un peu flemmarde finalement de penser à l'altérité sexuelle. Ce jugement, en tout cas, a déchaîné des passions sur Internet. Je parcours les commentaires des internautes. Il y a toute une discussion pour savoir si ça relève d'une anomalie génétique, ceci, cela. Okay. Et puis tout d'un coup, bien sûr, les commentaires limite orduriers. Si père, cela veut donc dire que mon fils handicapé et sans bras va donc pouvoir être réintroduit dans son milieu naturel avec ses congénères manchots comme il l'a toujours souhaité. C'est ordurier comme il faut, quoi. Enfin, ça se prévaut d'intelligence et ça vaut zéro. On n'est pas dans quelque chose d'anecdotique et on n'est pas dans une menace non plus qui vise à introduire un nouveau projet de société. On est dans une urgence de faire respecter les droits de ces personnes. C'est un jour important. Vincent se prépare à livrer une bataille décisive.
Il est à Genève aux côtés de 2 autres militants intersexes suisses, Daniela Truffert, castrée à 3 ans pour en faire une fille, et Marcus Bauer, son conjoint. Le couple abat depuis 10 ans un énorme travail de lobbying auprès des institutions. Ils accompagnent Vincent, qui doit être auditionné par le comité de l'ONU contre la torture. Il s'agit de convaincre les membres du comité que la France, en autorisant les opérations d'assignation sexuelle, viole la Convention contre la torture. Le témoignage de Vincent sera crucial et c'est à huis clos. Depuis plus de 10 ans, je m'engage pour que les enfants intersexes ne souffrent plus comme moi. Mais les politiciens et les médecins refusent d'écouter. En France, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucune loi qui protège les enfants intersexes des mutilations quotidiennes. J'appelle le comité à demander à la France de prendre des mesures législatives, administratives, judiciaires et autres pour protéger les enfants intersexes. C'est difficile à faire, aller raconter l'horreur de sa vie en public. Je suis épuisé, vraiment, mais j'irai jusqu'au bout. Et le bout, ce sera quand quoi? Le bout, ça sera l'arrêt des mutilations génitales sur les enfants intersexes en France et le dédommagement pour réparation de ce qu'on a subi. C'est très, très clairement. Et ce bout, on le voit arriver de toute façon. On va obtenir ce qui est légitime. Simplement, ce qu'on veut obtenir, c'est simplement le respect des droits humains, c'est notre intégrité physique. Quand les portes se réouvrent, c'est l'heure de l'examen pour la France. C'est aussi l'heure de vérité pour Vincent. Les experts de l'ONU ont-ils retenu la question intersexe à charge contre la France, comme ils l'ont déjà fait pour 5 autres pays, dont l'Allemagne, l'Autriche ou encore le Danemark? Nous avons reçu des rapports concernant le traitement cruel et inhumain des personnes avec des variations intersexes en France, soumises sans leur consentement à des opérations de masculinisation ou de féminisation, à des procédures de stérilisation et à des expérimentations contraires à l'éthique. C'est pourquoi, Madame, nous aimerions savoir si votre délégation est au courant de ces violations des droits de l'homme dans votre pays et si des mesures sont envisagées pour empêcher pareilles pratiques. La question est sur la table, la France devra répondre. Pour Vincent, c'est une grande victoire. C'est vraiment c'est une étape très très importante, essentielle vraiment dans notre combat, parce que maintenant on va avoir un texte du comité des tortures qui condamne la France pour les pratiques qu'elle a sur les enfants intersexes. C'est terrible à dire, mais oui, j'ai été mutilé, mais dans le même temps, je regrette rien parce que ça me donne une grande liberté. Moi, je suis un éternel rebelle, quoi. Il y a plein de choses qui me mettent en colère, je ne peux pas accepter, parce que dès le départ, on a voulu faire croire que j'étais quelque chose que je ne peux pas être.